Bonjour et bienvenue sur TV Land, votre télévision locale. C'est à l'occasion de l'inauguration des nouveaux bâtiments de la communauté des communes du Seignance que nous vous proposons une émission spéciale pour expliquer les missions des communautés de communes ainsi que la loi NOTRe. La loi NOTRe, c'est la nouvelle organisation territoriale de la République. Nous sommes en présence de M. Guillotot, qui est président de la communauté des communes du Seignance. M. Guillotot, bonjour. Bonjour et puis bienvenue dans nos nouveaux locaux. Merci. Et nous avons également M. Pierre Ducard en invité, qui lui est président de la communauté du Pays d'Orthe. Bonjour et merci pour votre invitation. Alors, les communautés de communes ont vu le jour en 1992 avec la loi de création des communautés de communes. Le Seignance a été créé quand ? Alors le Seignance était une des premières dans les Landes à se mettre en place. Donc la communauté de communes a été créée en 1993 avec à l'origine Jean-Louis Rouette qui était le maire de Tarnos et qui a fédéré autour, le maire de Saint-Martin-de-Seignance, pardon, qui a fédéré autour de lui les élus de ce territoire pour mettre en place cette communauté. Nous allons voir un reportage avec M. Rouette. Monsieur Ducard, le Pays d'Orthe, il a été créé quand, lui ? En 1994, très vite après, dans les premières années donc, de création des communautés des communes, ça répondait à un vrai besoin localement. Alors, nous allons effectivement retrouver Monsieur Jean-Louis Rouette, qui a été le premier président de la communauté des communes, qui va nous expliquer le pourquoi avoir choisi très tôt de créer une communauté des communes. Nous avions commencé cette réflexion parce que nous avions l'habitude de travailler ensemble, tous les élus du canton, en syndicat intercommunal de voirie. Donc, ce qui fait que la discussion est venue seule pour savoir si nous ne pouvions pas étendre le syndicat de voirie aux autres compétences conseillées par les communautés des communes. Nous pensions avoir tous les atouts pour réussir, dans la mesure où nous avions quand même un territoire important, une population aussi qui à l'époque devait représenter 20 000 habitants, qui a été après en nette progression puisqu'elle doit dépasser les 25 000 aujourd'hui. Donc ce périmètre-là nous paraissait suffisant. J'entends maintenant que nous pourrions être rattachés un jour soit au sud, soit au nord. Je pense que c'est regrettable parce qu'on peut avoir d'excellentes relations de voisinage sans être obligé de coucher avec la voisine ou le voisin. On peut être partenaire et ça me paraît souhaitable, mais sans aller plus loin. Alors, certaines communautés des communes vont devoir fusionner au 1er janvier. Ce n'est pas le cas du Seignance. Par contre, c'est le cas du Pays d'Orthe avec la communauté des communes de Pouillon. Monsieur Ducard, comment vous avez abordé cette fusion avec vos voisins du Pouillon ? D'abord, la loi NOTRe nous impose d'être la loi NOTRe, il faut être 15 000 habitants dans les communautés de communes aujourd'hui. Donc, nous, on était à 14 600. On n'était pas donc au bon niveau en termes de population. La communauté commune de Pouillon, elle était à 9 000 habitants et effectivement, c'était les voisins les plus proches pour pouvoir s'associer avec nous. Comment on l'a abordé ? Alors, on l'a abordé, la loi nous l'imposait, donc on n'est pas censé quand même en tant qu'élu se mettre hors la loi, mais on l'a abordé de manière, on va dire, volontariste, quoi. Moi, j'étais vraiment dans l'esprit de ne pas vouloir subir cet événement, ce chamboulement, parce que c'est quand même un vrai chamboulement en termes d'organisation des territoires. On a essayé donc de le gérer durant toute cette année 2016, de manière participative avec nos amis de Pouillon. De Pouillon. Vous avez éventuellement un nom ou vous allez le déterminer après ? Le nom, ça y est, on l'a. Le nom, ça s'appellerait. Alors c'est pas très original, mais ça s'appelle donc le Pays d'Orthe et Ariga. Alors ce nom, il a été créé avec toute une démarche participative. On a interrogé les habitants, les élus, tous nos agents et donc on a fait un sondage, on a retenu 4 noms et c'est les conseillers communautaires des 2 communautés de communes qui ont voté pour aboutir effectivement à ce nom de Pays d'Orthe et Arigan au final qui a apporté l'unanimité et qui est aujourd'hui donc reconnu. Pas original mais parlant. Monsieur Guillotot, la fusion, elle rentre dans le cadre de la loi NOTRe. Vous pouvez nous donner quelles sont les autres directives de cette loi NOTRe ? Alors la loi NOTRe conforte les intercommunalités en tant que collectivité, ça devient véritablement un acteur majeur du développement local au service
des habitants du territoire et au service des communes qui composent les intercommunalités. La loi NOTRe rend certaines compétences obligatoires, certaines à partir du 1er janvier 2017, d'autres en 2018 et d'autres au plus tard en 2020. Mais pour le Seniance, au 1er janvier 2017, il n'y a pas véritablement d'évolution majeure, puisque les compétences obligatoires de la loi NOTRe, nous les avions déjà en compétences facultatives. En particulier en ce qui concerne la compétence accueil des gens du voyage, que nous avions déjà de manière volontariste, et donc ça deviendra pour nous une compétence obligatoire, mais ça ne changera rien sur le fond. C'est la même chose pour le traitement et la gestion des déchets, ça faisait déjà partie de notre compétence environnement, ça devient une compétence obligatoire et ça ne changera rien au niveau du fond. Parmi les compétences obligatoires, il y a le développement économique. Donc, je vous propose de suivre un reportage que notre journaliste a tourné sur la nouvelle zone économique de Souspès. Depuis sa création, la communauté de communes du Seignan œuvre pour le développement économique de son territoire, notamment au travers de ses parcs d'activités. Le rôle et l'intervention de la communauté de communes sera complet, c'est-à-dire qu'on va faire à partir d'une démarche prospective, comme ici à Souspès, où on imagine déjà le développement économique pour les 10, 20 ou 30 ans à venir. On s'occupe donc des acquisitions foncières, on porte les achats des terrains, on les aménage et ensuite, bien entendu, on les commercialise et on trouve des acquéreurs. Et tout ceci se fait quasiment en gestion directe. Voilà. Mais c'est vrai qu'il y a une implication très très forte des élus et des communes concernées pour toutes les zones à venir. Dernière zone d'activité créée sur le Seignan, Souspès, située sur la départementale entre Ondres et Saint-Martin-de-Seignan, est en pleine phase d'expansion. Elle fait en gros 7 hectares, elle a été faite en 2 tranches, une première zone de travaux de 2,5 hectares sur laquelle il y a 5 entreprises aujourd'hui implantées qui représentent environ un effectif de 100 personnes. À terme, on estime à peu près le potentiel d'accueil de cette première tranche à 160-170 emplois, à la suite de laquelle va se créer une deuxième tranche sur environ 2,5 hectares. En plus de Souspès et des autres zones d'activité, le développement économique du Seignan peut s'appuyer sur de grands projets. On a effectivement la chance aujourd'hui d'avoir de très très gros projets, les plus beaux projets, les plus gros projets de la région Aquitaine, que ce soit au niveau de l'industrie, avec les laminoirs Beltram et le projet de développement industriel aussi de l'entreprise Celsa, donc sur le port à Tarnos, mais aussi au niveau commercial, puisqu'avec le projet des allées shopping sur Ondres, on a là aussi le plus gros projet, je dirais, de développement commercial de la région Aquitaine. Le développement économique est une compétence importante pour les communautés de communes qui accroissent ainsi leur attractivité et leur richesse. Une richesse bien entendu fiscale, mais aussi faire en sorte que nos communes qui se développent ne soient pas que des communes dortoirs, puisqu'on a aujourd'hui, allé sur le Seignan, la population augmente un petit peu moins de 2% par an, et on se rend compte que l'emploi aussi sur le Seignan augmente à peu près d'autant, ce qui est quand même important, une force, une richesse. Donc il est important aussi de créer ce genre de service et que les gens puissent vivre, mais travailler aussi dans le Seignan. Voilà l'enjeu et les perspectives que nous, élus, nous donnons pour les années à venir. On a vu dans le reportage des allées shopping, un petit mot sur ces allées shopping dont il est beaucoup question dans l'actualité. Alors, et malheureusement, il en est question de manière un petit peu négative à l'occasion de l'annonce d'Auchan qui annonce son retrait du projet. Certes, c'est une mauvaise nouvelle pour ce projet-là, mais c'est un projet qui est ancien, qui a déjà connu des aléas, qui peut-être en connaîtra d'autres, mais c'est un projet qui continue d'avancer. Le promoteur Sodec qui porte ce projet continue de s'investir dans ce dossier. On sait que des projets de cette ampleur-là, c'est toujours long, c'est toujours compliqué. Les élus du territoire, depuis de nombreuses années, ont fait le travail pour rendre possible ce projet. Donc ce travail il a été réalisé depuis 2007 par mes prédécesseurs jusqu'en février 2016 à l'occasion de la vente du foncier au promoteur Sodec. Donc pour l'instant ce projet continue d'avancer avec certes une difficulté qu'on espère passagère, mais le promoteur continue de travailler et sera présent comme tous les ans au Salon international de l'immobilier commercial à Cannes dans une dizaine de jours maintenant. D'accord.
Nous accueillons sur notre plateau maintenant Monsieur Lionel Cosse. Vous êtes le maire de Saint-Martin-de-Seignan, également le vice-président du développement économique et touristique de la communauté de communes du Seignan. À partir du mois de janvier, quelles sont les zones d'activité qui vont être gérées par la communauté de communes ? Oui, bonjour. Alors effectivement, c'est vrai que la loi NOTRe va permettre à la communauté de communes, je dirais, d'élargir ses compétences et son domaine d'intervention au niveau du développement économique. Donc je pense que tout naturellement, nous devons nous mettre en position de pouvoir gérer la totalité des zones qui existent aujourd'hui sur le Seignan, au-delà du parc d'activité économique du Seignan, qui lui, depuis le début, est géré par la communauté des communes du Seignan. Donc nous allons y travailler sereinement avec les communes, mais c'est vrai que l'enjeu est important, puisque nous avons quand même une tradition de développement économique sur le Seignan qui date d'il y a très très longtemps, alors essentiellement sur la commune de Tarnos, bien entendu, avec le port, mais nous avons aussi des zones qui maintenant date depuis le début des années 1980 sur Saint-Martin-de-Seignan. Voilà, donc nous aurons la responsabilité, effectivement, assez rapidement, de devoir gérer et poursuivre le développement de ces zones. Monsieur Ducard, sur le Pays d'Orthe, vous avez vous aussi des parcs d'activité ? Oui, alors on a des zones d'activité sur plusieurs, dispersées sur plusieurs communes, et puis avec on va dire un parc phare sur donc la ZAC de Hasting, qui est placé à la sortie de l'autoroute. De l'intérêt donc qu'elle soit placée à cet endroit elle compte donc 35 hectares. Donc elle est en situation donc d'aménagement en ce moment. Mais je vous propose de voir en image en quoi consiste exactement une closerie d'entreprise. Dans la zone d'activité d'Ortevielle, en 2013, la communauté de communes du Pays d'Orthe a ouvert une écloserie afin d'aider les jeunes entreprises à démarrer leur activité en leur mettant à disposition des locaux à loyer attractif. Ce sont des cellules de 150 mètres carrés qui sont composées de 50 mètres carrés de bureaux et sanitaires, plus 100 mètres carrés d'ateliers et 50 mètres carrés en fait une mezzanine qui permet de stocker du matériel. Dès que l'entreprise en fait s'est inscrite à la Chambre des métiers ou à la CCI, elle peut venir louer un local ici et les contrats sont passés pour une durée de 3 ans. Contrairement aux pépinières d'entreprise qui offrent un accompagnement à celle-ci, les closeries ne mettent à disposition que les bâtiments et une salle de réunion. Toutefois, le Pays d'Orthe propose plusieurs solutions aux entreprises une fois leurs 3 ans dans la structure terminée. Donc ils ont une phase de développement qui s'est bien passée. Donc ils ont une possibilité d'aller demander un emprunt bancaire auprès de leur banque. Donc ils peuvent acquérir un terrain, construire un bâtiment. S'ils n'ont pas cette possibilité-là, la communauté de communes a construit un atelier relais pour leur proposer une solution en location à un coût intéressant mais proche du coût du privé. Autrement, ils peuvent aller directement aussi sur l'acquisition d'un bâtiment dans le privé ou location. Et voilà. Entre les zones d'activité d'Ortevielle, Pérorade et la future Sudland, les entreprises ont plusieurs possibilités pour rester en Pays d'Orthe. C'est donc une autre façon de faire du développement économique auquel est associé le tourisme. Monsieur Cosse, en quoi consiste la compétence touriste au sein d'une communauté de communes ? Oui, alors tout à fait. Alors, moi, j'aurais tendance, déjà pour commencer, je voudrais dire que c'est une bonne chose que le tourisme soit rattaché au développement économique. Et ça, c'est une volonté du président de la communauté de communes du Seignan, c'est Eric Guillotot. Et je pense que c'est un axe important et qui montre déjà l'enjeu et l'importance du tourisme dans le Seignan. Alors aujourd'hui, l'axe du tourisme est essentiellement basé, je dirais, sur des espaces naturels majeurs que nous avons et de très très grande qualité sur le Seignan. On pourrait parler, bien entendu, du littoral, avec les plages, alors essentiellement sur Rondres et Tarnos, mais aussi l'Adour, les Barthes, la proximité avec le Marais d'Orx, et des espaces naturels à l'intérieur du territoire qui sont, je dirais, très intéressants à découvrir. Donc ce que l'on a souhaité ici dans le Seignan, c'est faire associer le tourisme, un tourisme rural, un tourisme écologique, un tourisme respectueux du site qui aujourd'hui l'accueille. C'est du tourisme vert, vous comptez le poursuivre comment ? Alors, on a lancé une démarche entre l'Office de tourisme communautaire, qui est attaché à la communauté de communes du Seignan, et le Centre permanent d'initiative à l'environnement, d'écolabellisation, effectivement, d'hébergeurs en matière de tourisme. On a aujourd'hui sur le Seignan 6 000 lits marchands, et on est à peu près entre 30 et 40% de lits qui sont écolabellisés. Alors, l'écolabel a été choisi avec tous les professionnels, en accord avec eux, tout simplement parce que c'est un label reconnu au niveau européen. Donc, celui-là, il parle à tout le monde, et comme nous avons effectivement des gens qui viennent essentiellement
essentiellement de toute l'Europe, il est important d'avoir un label qui puisse leur parler. Donc on va poursuivre et continuer à développer effectivement cet axe de développement durable et de tourisme durable sur le Seignan. Maintenant, nous allons passer à une autre compétence qui est optionnelle, celle-là, c'est la voirie. Alors, je vous propose un reportage sur les travaux de la route de Norton. Lorsqu'un nouveau parc d'activités est créé, les aménagements routiers et les voies d'accès nécessaires à sa desserte vont de pair. Sur le Seignan, la route de Norton sera ouverte d'ici peu et permettra de desservir la zone de Souspès. Quand on avait fait venir les entreprises, on leur avait promis cette route et on voit maintenant que quand elle est à l'aube d'être ouverte, elle va desservir donc toute la zone de Norton, Souspès et participer à la fluidité du trafic aussi sur le Seignan, se délester le bourg de Saint-Martin et d'Ondre des camions. On voit qu'elle va avoir un rôle très important et structurant dans cette communauté. Et ensuite, c'est un des premiers chantiers qu'on fait vraiment à vocation économique, qui donne tout notre intérêt à notre travail d'élu. On est quand même assez content d'avoir pris des décisions qu'il fallait prendre, parce que c'est quand même 1,4 km, 2 millions d'euros. Et quand on voit le résultat, je pense que ça donne tout le sens à notre travail et à la défense de ce canton du Seignan qui va proposer 40 hectares. Il n'y a pas beaucoup de cantons alentours qui proposeront 40 hectares avec des routes et prêtes à être cessibles et disponibles pour les entreprises. Cette route de Norton reliera la RD 26 entre Ondre et Saint-Martin-de-Seignan à la RD 85 au sud, permettant aussi de rejoindre l'autoroute, un axe stratégique pour la communauté de communes du Seignan et ses habitants. On se rend compte que les gens sont assez réceptifs et savoir quand ils se seront appropriés cette route, ça sera un délestage pour les gens de Saint-André-de-Seignan ou de Saint-Martin ou même d'Ondre pour avoir un accès direct à l'autoroute ou à Bayonne. On évite tout le quartier neuf avec le fameux radar à 50, on évite tout le bourg de Saint-Martin, on peut éviter le bourg d'Ondre. Voilà, ça va être un axe structurant du canton. La compétence voirie a plusieurs objectifs, structurer, aménager et entretenir, et nécessite un budget important. Le moindre projet de voirie est assez cher. Surtout que nous, on est à peu près sur une centaine de kilomètres de voies d'intérêt communautaire. Donc on fait de la voie pour le développement économique, mais on fait de l'aménagement urbain. Surtout, par exemple, des villes urbaines comme Tarnos, on a fait la rue Jean Jaurès, quartier conseiller. À Ondre, on va faire le chemin de Piron. À Saint-André et Biodos, dans des petites communes, on a fait des aménagements de bourg. Donc on a un panel assez important de travaux à faire sur les routes d'intérêt communautaire. Donc la création, l'entretien et après tout ce qui est entretien courant, boucher en nid de poule, le fauchage. Voilà, on a une partie financière tous les ans pour les travaux courants. La communauté de communes du Seignan a choisi d'exercer la compétence voirie avec pour l'année 2016 un budget de plus d'1,5 million d'euros. Alors, si la voirie est une façon de structurer le territoire, l'aménagement et l'espace de l'urbanisme est une compétence différente et obligatoire. Monsieur Jean-Marc Lard, qui est maire de Biodos et vice-président de l'aménagement, espace et urbanisme, est là pour nous en parler. Monsieur, bonjour. Bonjour madame. Alors, le plan intercommunal est le pivot de nos politiques publiques. En fait, il organise l'usage des sols en matière de développement économique, on l'a vu, d'habitat, c'est-à-dire il réserve des parcelles pour l'habitat, pour les déplacements, qui est vraiment c'est un point très important pour l'intercommunalité. Et ensuite, donc, vous voyez, c'est quand même un document qui est très très important pour les intercommunalités. Alors, au niveau du PLUI, qu'est-ce qui prévaut le plus ? C'est le maillage, l'intérêt intercommunal, l'harmonie du territoire ? Bon, d'abord, effectivement, un PLU, c'est quand même, c'est vrai qu'on a une vieille habitude ici de travailler sur nos documents d'urbanisme depuis 2001 jusqu'en 2013. On a fait en interne nos 8 PLU, et sans avoir recours à des bureaux d'études. Et c'est vrai que c'est une compétence qui a toujours été partagée. Aujourd'hui, c'est vrai que la loi Allure de 2014 contraint, et c'est une bonne chose, moi je le pense, contraint les intercos à faire donc un PLU qui est un document partagé. C'est un document qui est partagé au niveau de l'intercommunalité pour effectivement arriver à un maillage très important.
Monsieur Ducard, au niveau du PEI d'Orthe, avec la fusion, ça va se passer comment, l'établissement des PLUI? Ça se passe bien, au sens où on l'a en fait on l'a mis en place fin 2015. On a donc prescrit le PLUI sur le pays d'Orthe. Alors avec tout ce que ça représente au niveau de transfert, on va dire, de compétences pour les maires des communes qui se sont sentis un petit peu dépossédés. On n'était pas aussi avancé que le Sénat, mais qui se sont sentis un peu dépossédés de ce document qui zone la possibilité de bâtir ou de ne pas bâtir, qui définit tout ça. Et donc ça a été pour nous une démarche qu'on a construit sur plusieurs mois, mais il a fallu batailler, je le dis un petit peu, avec les élus pour bien faire comprendre la démarche. Et puis on l'a voulu, alors moi je l'ai voulu aussi comme ça, c'est qu'on a embauché directement un urbaniste en interne pour qu'on ait vraiment la pédagogie nécessaire et l'explication à apporter aux élus, pour qu'ils soient aussi partie prenante dans la mise en place de ce nouveau document, quoi. Et en parallèle, d'ailleurs, Pouillon, c'est important, parce que Pouillon aussi a aussi prescrit le PLUI, et on aura, alors là, on verra comment tout cela va évoluer, mais on va faire marcher en parallèle deux documents pendant un certain nombre d'années pour cette élaboration. Pour arriver à la fusion. Pour arriver à ce que... Alors on a le même urbaniste pour les deux, qu'on a recruté en commun, donc pour essayer de faire cheminer en même temps et puis d'arriver au final quand même sur une mise en place qui soit cohérente pour l'ensemble du nouveau territoire, quoi. D'accord. Une autre compétence qui est optionnelle, l'action sociale. Monsieur Guillotot, pourquoi l'avoir choisie? Parce qu'elle est optionnelle. L'action sociale, on a d'abord choisi de la mettre en œuvre au travers du maintien à domicile des personnes âgées. Pour nous, c'était un projet ancien qui date du mandat précédent, voire même de celui encore précédent. L'idée, c'était de faire en sorte que sur nos 8 communes, toutes les personnes âgées du territoire puissent bénéficier du même service public de maintien à domicile. On sait que le vieillissement de la population, c'est un enjeu majeur pour nous comme pour toutes les collectivités. On sait que les subsides de l'État pour abonder des projets de maisons de retraite se sont taris. Donc la priorité maintenant en matière d'accompagnement du vieillissement, c'est le maintien à domicile. Or, sur notre territoire, il n'y avait que 3 communes, les 3 plus grandes, qui bénéficiaient d'un service plus ou moins qualitatif en matière de maintien à domicile. Donc, lors du mandat précédent, sous la houlette du vice-président qui était Guy Ducès à l'époque, mais aussi de mon prédécesseur Jean-Marc Lard qui s'est beaucoup investi dans ce dossier, il y a eu une action extrêmement forte pour arriver à mutualiser au sein d'un centre intercommunal d'action sociale ce maintien à domicile des personnes âgées. Et aujourd'hui, après presque plus de 3 ans maintenant de fonctionnement de ce service. On a 600 bénéficiaires sur le territoire. On a une centaine d'agents d'aide à domicile qui, tous les jours, vont apporter soins et repas à ces personnes âgées. Et ce service-là, en septembre dernier, a été reconnu par l'Union nationale des centres d'action sociale comme un service pilote, un service innovant en matière de gestion du personnel et en particulier en matière de travail qui a été fait sur l'ergonomie de ces personnels, parce que ce travail-là est un vrai métier qui a souvent été sous-estimé. C'est un métier qui pose des problèmes physiques aux agents qui le réalisent, puisqu'elles exécutent tous les jours avec les personnes âgées ou handicapées les mêmes gestes. Et nous avons, avec ces personnels-là, fait un gros travail en la matière qui porte ses fruits aujourd'hui. Justement, nous avons un sujet sur l'atelier ergonomie du Seignance. Je vous propose de le regarder. Lancé en 2014, l'atelier ergonomie vise à améliorer les conditions de travail des agents du CIAS dans leur mission d'aide à domicile et d'auxiliaire de vie, tout en conservant la qualité des services pour les bénéficiaires. J'utilise le terme souvent de compromis. L'objectif étant de rechercher le meilleur compromis possible pour que le bénéficiaire soit dans une situation de confort, de sécurité et avec une qualité de prise en soin qui soit la meilleure possible,
Mais ceci ne devant pas être aux dépens de la personne qui intervient. C'est-à-dire que parallèlement, il faut que le salarié, lui, se trouve dans des conditions de travail les meilleures possibles. Donc c'est parfois quelque chose de difficile à trouver. Donc il faut trouver effectivement l'équilibre entre les deux, et non pas un bien-être pour un et quelque chose de désagréable, un vécu difficile pour l'autre. Mais donc quelque chose on cherche une égalité qui n'est pas toujours facile à trouver. Et justement, s'il y a difficulté, c'est là où quelqu'un comme Sandrine peut intervenir, où on peut revenir au niveau d'autres personnes du SIAS pour réintervenir par rapport à cette situation, demander des choses supplémentaires, demander à la famille d'eux, etc., etc. L'initiative permet à tous les agents de se former, mais aussi de bénéficier de l'accompagnement de personnes ressources pour des besoins plus ponctuels. Elles bénéficient effectivement des formations et après c'est les référents qui font des relais et qui leur permettent de pouvoir pratiquer tous les jours et au fur et à mesure de leurs besoins, en fonction de leurs demandes aussi, auprès des référents et qui ont des petits rappels et qui font des exercices entre elles. Voilà. Pour les agents du CIAS, l'expérience ergonomie est une réussite à plus d'un titre. Ça a changé dans le sens où on a beaucoup moins de troubles musculo-squelettiques. Ça a changé aussi où ça donne beaucoup plus d'assurance et de professionnalisme aux collègues. Et ça a permis aussi une meilleure cohésion entre nous. Comme nous sommes plusieurs secteurs, nous sommes un peu plus de 80 aides à domicile ou auxiliaires de vie. Donc ça a permis aussi de pouvoir se connaître en dehors du travail, même si on est dans une pièce dédiée au transfert et au travail, mais ça permet de pouvoir échanger et oui, ça nous a enrichis tous quand même quelque part. Distingué par l'Union nationale des centres communaux d'action sociale, l'atelier ergonomie du Seignan va devenir un exemple en la matière. C'est une fierté, oui, parce que quand on l'a lancé, on s'est fait un peu regarder avec des yeux interrogateurs et surpris. Et puis du coup, voilà, c'est vraiment quelque chose qui remonte tout le monde vers le haut et qui permet aussi de mettre en valeur et de faire du personnel, des vrais professionnels du service à domicile. Si dans la loi NOTRe, l'action sociale est une compétence optionnelle, ça n'est pas le cas pour le Seignan. Alors l'action sociale ne s'arrête pas au SIAS, il y a aussi le volet logement et cadre de vie. Nous avons Monsieur Dichary qui est premier adjoint au maire de Biarrôte et vice-président de l'habitat, du logement, du cadre de vie pour nous en parler. Vous allez nous parler, Monsieur Dichary, du programme logements sociaux. Qu'en est-il ? Oui, bonjour. Tout d'abord, je souhaite dire que la compétence logement est une compétence forte de cette communauté des communes, une compétence qui est réalisée depuis de nombreuses années. Le 3e programme local de l'habitat a été réalisé en 2013 et la politique actuelle menée sur le logement est basée sur ce programme local de l'habitat qui a établi un diagnostic de la problématique du logement sur le territoire et qui a découlé des actions pour améliorer cette problématique. Alors, quelles sont les priorités sur le Seignan ? Alors, plusieurs priorités. À l'heure actuelle, nous accompagnons la création de logements locatifs sociaux sur l'ensemble du territoire à hauteur de 3 000 € par logement sur le neuf. Et nous accompagnons à hauteur de 4 000 € les logements en réhabilitation. D'autres priorités également avec la création du service enregistreur qui a permis de prendre les demandes des demandeurs de logements sociaux sur le territoire et pouvoir leur faciliter les démarches administratives et ainsi pouvoir répondre plus facilement à leurs demandes. Vous avez également créé un hôtel social d'urgence. Vous pouvez nous en parler un peu ? Oui. Alors, nous avons tout d'abord créé en 2011 un hôtel social temporaire qui a permis d'accueillir dans ces 3 logements qui ont été créés des personnes ou des ménages qui sont privés temporairement de logement sur une durée de 3 à 6 mois. Nous avons constaté à travers les commissions hôtel social qui se réunissent tous les mois qu'il y avait une forte demande d'urgence dans les demandes de logement. Donc nous avons souhaité, grâce à la commune d'Ondres, mettre en place un logement sur la commune d'Ondres, avec le CIS également, qui permet de répondre
plus directement à ces demandes de recherche de logement pour des personnes qui sont dans l'urgence de cette recherche. Et maintenant, nous allons parler à une compétence optionnelle qu'a choisi le Seignan, la protection et la mise en valeur de l'environnement. Monsieur Guillotot, pourquoi ce choix? Alors, on était, comme on l'a dit pour le tourisme, hein, le Seignan, c'est un territoire qui a des richesses naturelles exceptionnelles, que ce soit sur le littoral, pas tant avec l'océan, mais surtout avec l'arrière-dune, la forêt littorale, où on a des espèces tant au niveau de la faune que de la flore, des espèces endémiques remarquables, mais aussi sur le centre de notre territoire, sur des paysages de talweg. On a des plateaux qui sont exploités par les agriculteurs, mais de nombreux talweg qui représentent une richesse aussi écologique très importante. Et enfin, tout à l'autre bout du territoire, tout le front de l'Adour, avec les Barthes, hein, qu'on peut retrouver plus au nord chez nos voisins aussi, où là, on a des milieux humides qui sont aussi remarquables. Donc le patrimoine naturel, il existe et on souhaite qu'il existe encore à l'avenir. Donc la mission première qu'on s'était donnée dans le cadre de cette compétence environnement, c'était justement de préserver ces espaces naturels. Et au démarrage de la communauté de communes, nous nous sommes dotés d'un outil pour ça, qui est le Centre permanent pour l'initiative à l'environnement, le CPIE du Seignance. Depuis, nous évoluons. Ce travail majeur, il est derrière nous. Et à l'avenir, nous envisageons de devenir un territoire à énergie positive et croissance verte. Donc nous allons, à l'avenir, faire des efforts encore avec toujours la même idée. Nous avons un patrimoine naturel. Nous sommes un territoire attractif. Il faut faire en sorte, certes, d'accueillir des populations, certes, d'accueillir des entreprises, des touristes, mais tout en préservant cet environnement qui est une véritable richesse. Vous nous avez parlé du CPIE. Nous allons voir son rôle. Installé sur la commune de Saint-Martin-de-Seignan, au milieu de plus de 4 hectares de verdure, le CPIE Seignan-Adour assure avec ses 9 salariés plusieurs missions. On travaille dans 3 domaines d'activité. Tout ce qui est la sensibilisation, l'éducation à l'environnement, la formation. Donc on a à peu près 7500 scolaires et grand public qui viennent chaque année, qui bénéficient des actions du CPIE. Donc c'est à la fois des actions au niveau des scolaires, des animations. Ils viennent sur le site, ils viennent découvrir le jardin d'essence. Il y a également des animations en classe autour du jardin école. Et ensuite on a un programme d'animation en direction du grand public. Donc ce sont des dates tout au long de l'année autour de sorties nature, d'ateliers d'écologie pratique, de conférences, de projections de films. Voilà, pour faire découvrir à la fois le territoire du Seignance, mais plus largement le sud des Landes et les Barthes de l'Adour. En plus de ses rôles d'éducation à l'environnement et de préservation des milieux naturels, le CPIE est aussi un appui technique auprès de la communauté de communes du Seignan dans sa démarche de développement durable. On a fait un travail depuis la création du CPIE avec la communauté de communes du Seignance. Donc on a travaillé dans plusieurs domaines, notamment l'accompagnement dans le cadre des PLU. On a travaillé sur les présonnages agricoles et naturels. Sur le parc d'activité économique, on a travaillé sur un diagnostic environnement. Et puis actuellement, on agrandit notre champ de compétences sur d'autres territoires et on travaille avec d'autres communautés de communes à l'échelle des Landes. Et également, le dernier domaine d'activité, c'est l'expertise naturaliste. Donc là, on travaille sur des suivis faunistiques, floristiques. On travaille sur des plans de gestion de milieux naturels. Et on est également opérateur et animateur de sites Natura 2000, notamment les Barthes de l'Adour. Les missions du CPIE sont fixées par la communauté de communes du Seignan à travers une convention dont les enjeux environnementaux vont au-delà des milieux naturels. On a fait de gros efforts au niveau environnement, mais je pense qu'il y a encore énormément à faire et peut-être de nouvelles choses aussi. Par exemple, aujourd'hui, nous travaillons également au niveau de l'environnement avec pour le développement économique, en fait. Ça se traduit par des mises en place de chartes environnementales, des comités de suivi. Travailler avec l'aménageur pour l'aider à respecter certaines règles environnementales et qui sont d'ailleurs de plus en plus, qui sont exigées de plus en plus au niveau des documents d'urbanisme. Le Seignan est vert et va le devenir encore plus. Monsieur Guillotot, le Seignan est vert, il va le devenir encore plus. Comment se peut-il ?
Alors, il se peut, parce que nous avons donc effectivement ce territoire qui a ce patrimoine naturel exceptionnel, mais il nous faut mettre en place de nouveaux outils justement pour le préserver, accueillir que ce soit de nouveaux habitants, que ce soit de nouvelles entreprises, que ce soit de nouveaux touristes. On y est tout à fait favorable pour le développement de notre territoire, mais il faut que tout le monde comprenne que ce qui fait son attraction à ce territoire, justement, c'est ce capital naturel. Donc il faut continuer à le préserver, y compris avec une agriculture plus respectueuse de l'environnement. On a des agriculteurs qui travaillent aussi en ce sens-là, y compris en verdissant des politiques de développement économique. C'est ce qu'on fait sur nos parcs d'activités. Bien entendu, on n'est jamais au maximum de ce qu'on peut faire en matière de préservation. Comme dans les autres domaines, on a encore des marges de progrès. Mais ce qui compte, c'est avant tout d'avoir tous conscience de ce patrimoine, de la richesse de ce patrimoine naturel, pour tous ensemble améliorer sa préservation. Une autre compétence obligatoire qui ne fait pas partie de l'environnement, quoique la collecte et l'enlèvement des déchets. Vous travaillez avec le SITCOM et l'UVE ? Tout à fait. Alors, l'UVE, c'est l'unité de valorisation énergétique. Monsieur Ducard, le SITCOM, l'UVE, vous travaillez avec, vous aussi, au niveau du Pays d'Orthe ? Oui, on travaille avec le SITCOM, effectivement, depuis 1995. C'est une compétence qui était aux communes. Dès que la communauté de communes a été installée, donc on a adhéré au SITCOM en tant que communauté de communes. Alors, pourquoi est-ce que c'est l'UVE qui fait obligation de mettre, qui a des obligations en matière de collecte des déchets ? Non, c'est pas l'UVE, c'est l'UVE est un outil. D'ailleurs, l'UVE et le SITCOM sont aussi, il faut le porter aussi comme ça. Le SITCOM est un outil où on est adhérent l'ensemble des collectivités, et donc pour faire fonctionner cet outil, effectivement, on a effectivement la récolte des déchets sur nos collectivités qui permettent aussi d'avoir, comme l'a dit tout à l'heure Eric, un territoire propre par rapport à la manière dont il est traité par le SITCOM aujourd'hui. C'est la raison de la TOM, la fameuse taxe d'enlèvement des ordures ménagères ? Oui, la TOM. Alors la TOM, on l'a effectivement, en Pays d'Orthe, on l'a instaurée dès 1995, au moment où on a adhéré. On a instauré la TOM, qui a permis effectivement de faire financer aussi par les habitants l'activité de ce syndicat, qui on n'était pas en capacité, nous, financièrement, de porter cette charge au niveau de la collectivité. Donc on a effectivement instauré cette TOM qui aujourd'hui donc qu'on aligne exactement aux besoins qu'on a donc de reverser vers le SITCOM en termes de charges de fonctionnement. Ça nous permet quand même, le SITCOM permet quand même aussi la récolte des déchets. On a aussi les points tri, qui sont quelque chose d'important dans nos territoires. Et quand on sait qu'aujourd'hui on est en train d'installer à la Battute, et ça coûte 1 million d'euros aujourd'hui d'installer un point de tri. Ça explique un petit peu aussi ce que peut représenter le coût et puis la nécessité de la TOM. Alors nous allons continuer sur une compétence plus divertissante et festive, qui est facultative. Celle-là, c'est l'animation et l'action culturelle. Monsieur Jean Baillet, bonjour. Bonjour. Vous êtes maire de Saint-André-de-Seignan et vice-président animation, territoire et action culturelle. Pourquoi le choix de cette compétence qui, elle, est complètement facultative ? Très honnêtement, je ne sais pas vous dire. Ce n'était pas peut-être dans les priorités de la communauté, qui étaient le développement économique, la recherche d'emploi pour nos populations, l'accès au logement. Mais très vite, le développement culturel et l'animation culturelle se sont révélés être des éléments incontournables de notre présentation du Seignan, de notre diffusion, de l'existence même de ce territoire à travers un projet culturel ouvert à tous, accessible à tous et portant effectivement des missions de lien social très importantes. Ça se traduit comment sur le Seignan ? Alors, ça se traduit depuis 20 ans avec une continuité très, très heureuse et très bénéfique par l'organisation d'un festival de théâtre qui a été voulu au mois de mai et qui s'appelle Festimé, assez logiquement, voulu au mois de mai parce que c'était une période un peu transitoire entre le début du printemps
qui est le moment où les gens recommencent à sortir un petit peu, reprennent pied avec la nature, et puis les fêtes d'été de village qui sont incontournables et auxquelles il ne fallait pas porter préjudice. Donc ce festival du mois de mai a été voulu dès le début comme un festival sur les 8 communes du Seignan, et sachant qu'une commune comme Ternos a 12 000 habitants, Saint-Martin et Ondres aujourd'hui sont à 6 000 habitants, et ont des programmations culturelles propres qui leur permettent effectivement d'avoir une animation culturelle de qualité. Or, les autres communes étaient plus en retrait, certaines sans le local susceptible d'accueillir de la culture. Donc nous nous sommes forcés, engagés, avec beaucoup de conviction, à porter la culture dans tous ces territoires et de construire ponctuellement et localement un lieu de vie culturelle dans chacune de ces localités. Un mot rapide sur l'entremets qui revient. Alors l'entremets, c'est une initiative qui a été portée il y a 4 ans par les élus dont j'ai la chance d'organiser le travail de la commission animation, qui voulait témoigner de la richesse du potentiel théâtre et d'une ouverture plus grande sur un festival de théâtre que nous avons programmé au mois de février-mars, que l'on appelle là aussi très logiquement, nous ne sommes pas très novateurs, entremets, entre deux festimets, et qui se voulait être un moment de rencontre plus posé, plus intellectuel peut-être, parce que les pièces ont été volontairement recherchées pour être des pièces qui appellent la réflexion, qui appellent aussi à devoir de mémoire, dans cette période-là où les gens restent au chaud, se mettent devant la télévision, devant TV Land sûrement, mais aussi devant d'autres émissions, et qui se trouvent, auxquelles on propose une sortie un petit peu originale. Voilà. L'entremets revient cette année parce que la communauté de communes s'est dotée de nouveaux moyens financiers qui lui permettent de relancer un festival qui, je le précise, dans les conditions maximum, coûte 20 000 € à la collectivité, ce qui est un joli budget, mais qui n'est pas non plus une somme démesurée. Au niveau du Pays d'Orthe, il y a un patrimoine emblématique, le monastère de Sort de l'Abbaye. Oui, effectivement, en Pays d'Orthe, donc on a un patrimoine qui est notre lieu phare, dont on est fier. C'est un patrimoine, donc cette abbaye qu'on a donc restaurée avec des financements bien sûr à la communauté des communes, mais avec des financements publics autres qu'on a donc restauré depuis 2008. On a donc ce magnifique monastère. Alors en parallèle, on a quand même aussi dans le Pays d'Orthe l'abbaye d'Artus, qui est aussi, mais qui est propriété du département des Landes, et puis bien sûr je suis un peu chauvin, mais le village d'Astingues aussi, qui est aussi une magnifique bastide, et puis plein de petits villages qui sont magnifiques en Pays d'Orthe. Et on a aussi effectivement par rapport à ça une action au niveau de l'office de tourisme pour faire reconnaître tous ces lieux. Alors, pour ce monsieur du Seignan, si vous ne connaissez pas le monastère de Sort de l'Abbaye, regardez-le, vous avez de belles images. Le Pays d'Orthe est riche de plusieurs sites patrimoniaux majeurs, dont le plus important est le monastère de Sort de l'Abbaye, classé par l'UNESCO au titre des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. C'est donc tout naturellement que le Pays d'Orthe a fait le choix d'exercer la compétence patrimoine. La commune de Sort donc gérait l'abbaye Saint-Jean dans son intégralité. Et donc dans les années 2000, le conseil départemental et la communauté de communes du Pays d'Orthe et la mairie de Sordes se sont donc réunis pour pouvoir entamer des programmes de restauration et de valorisation de l'abbaye Saint-Jean en établissant une copropriété de cet espace. La partie Villa des Abbés est gérée donc aujourd'hui par le conseil départemental. Et la communauté de communes du Pays d'Orthe s'occupe donc de la restauration, valorisation de l'espace appelé monastère Saint-Jean de Sordes. Au-delà de la conservation et de la restauration du patrimoine, le monastère de Sort de l'Abbaye est aussi un atout culturel et touristique du territoire. Le choix des élus a été très tôt de créer un service, en fait, patrimoine, culture et tourisme, qui permettait justement cette transversalité et de donner à ce site patrimonial aussi des moyens de se faire connaître et aussi une ambition en termes de développement culturel.
Depuis 2011, le site est le théâtre du festival d'art numérique Ondes et Lumières qui accueille sur 2 ans des artistes en résidence. Donc les artistes sont invités à résider en Pays d'Orthe, dans un espace patrimonial majeur du Pays d'Orthe, donc l'abbaye d'Artous à Asteng, site qui est géré par le conseil départemental. Ils sont amenés ensuite à rencontrer la population, les acteurs du territoire, afin de construire leur proposition artistique qui évolue chaque année, qui se comprend une partie d'exposition, donc l'exposition qui va être présentée dans le cadre des visites du monastère, mais qui comprend aussi des temps de performance, de rencontres de direct avec les publics et de collaboration, notamment avec le lycée Jean Taris à Pérorade. Voilà, c'est vraiment une résidence qui est basée sur la rencontre et la création, puisque ce sont aussi des œuvres qui sont créées in situ et qui ne seront plus jamais visibles ensuite sous ce format-là. Je trouve que c'est vraiment enrichissant, déjà de partir, de penser une création à partir d'un lieu. Ça donne un tout autre fond et une toute autre consistance au projet. Je trouve que c'est vraiment nécessaire même, et je pense que ça peut donner un autre regard au patrimoine. J'ai vraiment cette vision-là d'avoir donné naissance à la flâneuse entre ces murs. J'ai l'impression que c'est une possibilité aussi de dévoiler ce lieu avec un autre regard, de permettre même à ceux qui sont du coin et qui connaissent très bien cette abbaye, de la regarder différemment et de lever de nouveau les yeux et de redécouvrir ces murs et ces pierres. Alors même si nous n'avons pas fait une liste exhaustive de toutes les compétences d'une communauté de communes, nous en avons un meilleur aperçu maintenant. Concernant le fonctionnement de ces communautés de communes, les élus décident, mais qui est-ce qui met en place les politiques ? Alors vous faites bien de poser la question parce qu'effectivement c'est bien de voter des projets, c'est bien de voter la mise en place de services, mais il ne faut pas oublier que nous exerçons un service public et donc forcément il y a des agents pour l'exercer ce service public. Et c'est le sens de l'intercommunalité qui se développe. Au départ, les communautés de communes se sont mises en œuvre pour porter des projets plutôt d'investissement en commun et au fil du temps, au fil des lois, et la loi NOTRe pour la dernière, les communautés de communes sont de plus en plus amenées à développer des services publics. Et donc les agents qui exercent ces missions sont des agents de la collectivité publique territoriale. Nous, dans le Seignance, mais chez nos voisins aussi, c'est la même chose. Nous sommes très attachés à faire en sorte que ces services soient exercés par la collectivité. J'évoquais le Centre intercommunal d'action sociale tout à l'heure. Si nous n'avions pas développé ce service public de qualité auprès des 5 communes qui n'en bénéficiaient pas préalablement, des entreprises privées se seraient développées sur ce créneau-là avec un service. Je ne veux même pas rentrer dans le débat de la qualité du service, mais en tout cas avec un coût pour les bénéficiaires beaucoup plus important. Donc il ne faut jamais oublier effectivement que quand on met en place des services publics, il y a des agents pour l'exercer, ce service, et qui croient à la mission qu'ils remplissent. Pour le Pays d'Orthe, M. Ducard, toutes les compétences n'ont pas encore été définies. Alors, comment va se passer le choix des compétences entre le Pays d'Orthe et la communauté de communes de Pouillon ? Oui, alors nous avons quand même la chance aujourd'hui d'avoir les mêmes compétences. Pardon, excusez-moi, les mêmes compétences, mais qui ne sont pas effectivement, on va dire, activées de la même manière. On aura besoin effectivement d'harmoniser l'ensemble de ces fonctionnements. On a aussi des écarts sur certaines compétences. Je prends un exemple qui est, on parlait tout à l'heure de services publics, et je prends l'exemple des écoles maternelles. On a en Pays d'Orthe, on a la compétence école maternelle, Pouillon ne l'a pas. On était véritablement là dans une démarche de créer au niveau du territoire de l'homogénéité, on va dire, en termes de gestion et d'équité du territoire et des enfants. On devra, avec Pouillon, effectivement, discuter sur comment on fait évoluer dans la nouvelle entité la compétence maternelle. Mais bon, je crois qu'on est en bonne voie pour la faire évoluer en reprenant cette compétence au niveau de la nouvelle communauté commune. Sur ce point-là, comme c'est une compétence, je ne vais pas aller trop dans les détails, mais c'est une compétence optionnelle. Donc, on a 2 ans pour la mettre en place. Donc, pour l'instant, on reste sur une territorialisation du territoire en la
continuant sur le territoire et en travaillant sur les 2 ans qui viennent pour la mettre en place sur le nouveau territoire. À terme, ne va-t-on pas voir la fin des communes? Est-ce que M. Segui, qui est maire de la plus petite ville, de la plus petite commune du Seignance, n'a pas un peu cette hantise? Bonjour, non pas du tout. Les petites communes ont pleinement leur place. Le maire et son conseil municipal restent décideurs. De toute façon, ça sera toujours les premiers interlocuteurs envers la population, les administrés. Ils sont là en première ligne de toute façon pour tout ce qui leur est demandé, les problématiques à mener. Ils se doivent de toute façon amener un début de solution, de réponse. Et après, c'est là que la communauté des communes devient intéressante et remplit pleinement son rôle. Elle est là plutôt en complément et complémentaire. Elle peut amener, et l'exemple donné par le président du CIAS est un exemple flagrant. Créé en 2012, il n'a pas fait disparaître le CCAS de Biarrot. Le CCAS de Biarrot est toujours présent. Par contre, il peut s'appuyer sur un service compétent et de qualité qui est le Centre intercommunal d'action sociale. C'est là où c'est que la communauté de communes du Seignance devient intéressante pour les petites communes. Donc, petite commune, communauté de communes, et maintenant on entend parler de plus en plus d'intercommunalité. Qu'en est-il, M. Liotto? Alors, la loi NOTRe et les schémas départementaux d'intercommunalité qui viennent d'être actés, que ce soit dans les Landes ou dans tous les autres départements français, va pas graver dans le marbre, mais en tout cas pour un certain nombre d'années, les périmètres des communautés. Il y a les communautés qui fusionnent, qui se rapprochent, le mieux possible si j'en crois mon voisin. Peut-être qu'à d'autres endroits ça se passera moins bien, mais en tout cas, la volonté des préfets, c'est de faire vivre ces schémas dans le cadre de la nouvelle loi NOTRe, au moins jusqu'en 2020. Nos territoires, nos communes, nos communautés ont besoin un petit peu de stabilité pour digérer ces réformes. Alors peut-être qu'il y aura à l'avenir une nouvelle loi de décentralisation, sans doute. Qu'est-ce qu'elle dira? Je ne sais pas. Jusqu'on ira dans la croissance des intercos, je ne sais pas. Est-ce que la prochaine loi fera disparaître les départements? Je ne sais pas. En tout cas, nous, ce qui nous importe, c'est de nous concentrer sur l'avenir plus immédiat. Les communautés ont été créées pour faire vivre des projets ensemble, des projets que les communes ne pouvaient pas porter seules, des investissements, maintenant des services qu'on mutualise de plus en plus. Ici dans le Seignance, on a fait un gros travail de mutualisation au niveau du service urbanisme. C'est un service rendu à la population. L'avenir ira sans doute dans ce sens-là encore, mais il ne faut jamais oublier que l'idée maîtresse, c'est de rendre des services à la population, en étant un garant des deniers publics et faire en sorte qu'on vienne en complément, en apportant un service aux communes quand elles n'avaient pas ce service. Mais moi j'ai un petit peu de mal avec cette critique sur le millefeuille là. Il faut jamais oublier quand même à quoi sont destinées les collectivités, c'est-à-dire rendre des services à la population. Les élus qui sont à la tête des communes, à la tête des intercos, sont des élus responsables. Ils savent ce que c'est que de gérer l'argent public. Et s'ils créent et développent des services publics, c'est parce que c'est une demande des administrés. Il n'y a pas d'élus qui créent des services, qui créent des projets, qui investissent pour se faire plaisir. C'est toujours dans le but de rendre service aux administrés en réponse à des attentes qui ne sont pas toujours satisfaites actuellement. Donc on verra la prochaine réforme. En attendant, travaillons à la réforme, à la complète mise en œuvre de la réforme actuelle. Travaillons au développement de nos missions au service de nos administrés. Donc le mot de la fin, c'est continuons à travailler. Et à travailler ensemble. Je crois que c'est le maître mot des intercommunalités. Je crois que ça, c'est quelque chose qu'on partage chez tous les élus communautaires. Oui, et puis on a un vrai engagement personnel aussi dans ce que l'on fait là, et puis avec des valeurs qu'on veut porter. On a aussi, et c'est vrai que ça devient compliqué, parce ça a été dit, au niveau budgétaire, on devra être très vigilant.
On devra faire des choix, mais il faudra qu'on fasse les bons choix pour nos habitants, puisqu'on est là uniquement pour nos habitants et pour le développement de notre territoire. Monsieur Liotto, vous voulez rajouter quelque chose ? Moi, je crois que beaucoup de choses ont été dites, pour sans doute pas tout, mais je crois que ce qui est important, c'est qu'une communauté de communes, c'est une collectivité qui finalement est relativement nouvelle. 1992 pour les plus anciennes. Les départements, c'est le 19e siècle. Les communes, c'est quasiment l'ancien régime. Donc, il nous faut faire ce travail d'explication, ce travail pédagogique pour expliquer les missions des intercommunalités qui seront de plus en plus nombreuses. Donc moi je vous remercie pour le temps que vous prenez pour participer à cette pédagogie en direction des administrés. Merci de nous avoir reçus, on en sait un petit peu plus, on a été un petit peu plus éclairé sur les compétences obligatoires, optionnelles, facultatives, le pourquoi des changements qu'il y a d'une communauté de communes à l'autre. Bonne continuation, bonne fusion. Merci. Merci à vous. Aux petits et aux autres. Nous avons autant de volonté. Voilà, beaucoup de courage aussi. Monsieur, merci. Merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous vendredi pour un prochain journal de TV Land, votre télévision locale. Bonne journée.